bienvenue dans notre conférence du Figaro étudiant at Home. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste au Figaro étudiant et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet des métiers de la 3D, de l'animation et des jeux vidéo. Et aujourd'hui, avec moi, pour m'accompagner, je suis ravie de recevoir Charlotte Lavergne, directrice de la spécialité jeux vidéo à l'ISART. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour, et je suis en compagnie aussi de Moïra Margouin, responsable du département cinéma d'animation au Gobelin. Bonjour Moïra. Bonjour, Moïra Marguin. Marguin, pardon. Bienvenue à toutes les deux. Alors, on va commencer par une première question qui peut vous paraître simple, mais pour nos étudiants, pas forcément. Qu'est-ce qui différencie les métiers de la 3D, de l'animation et des jeux vidéo ? Écoutez, il y a des similitudes et des différences, on va dire. Un peu les deux. Bon, déjà, il y a de la 3D dans les jeux vidéo et il y a aussi quand vous dites les métiers de la 3D, c'est une technique. Donc, forcément, les jeux vidéo vont recouper des métiers de la 3D. Maintenant, il y a des métiers de la 3D qui ne vont pas spécifiquement être dans les jeux vidéo. C'est comme ça que je répondrai à cette question. Je laisse Charlotte peut-être compléter. Alors, par rapport aux principales différences qu'on voit actuellement sur le marché, bon, il y a les techniques de rendu, hein, notamment. Sur le jeu vidéo, nous, on ne fonctionne que sur des moteurs qui nous permettent de rendre en temps réel, notamment le moteur Unreal Engine. Et là où dans l'animation, on va avoir des pipelines qui vont nécessiter donc du rendu à la fin. Donc, les pipelines de production, la chaîne de production n'est pas exactement la même. Sauf qu'aujourd'hui, les choses sont pas mal en train d'évoluer. De plus en plus de studios d'animation se penchent vraiment sur les technologies du jeu vidéo qui aujourd'hui sont suffisamment performantes pour avoir de très beaux rendus en temps réel. Donc, ça leur nécessite évidemment de nouveaux outils et aussi une réorganisation un peu en interne, mais on observe quand même une espèce de convergence entre les méthodes du film d'animation, de la série d'animation et du jeu vidéo. Donc, on a finalement ces deux choses qui cohabitent un peu dans l'animation, dont le rendu temps réel qui peut vraiment se recouper avec nous, ce qu'on fait sur des moteurs de jeux vidéo notamment. Voilà. Et puis, sur l'aspect outils, etc., il y a quand même beaucoup de choses qu'on partage. Ça reste les métiers de la 3D. Donc, que ce soit en jeu ou en cinéma d'animation, il y a pas mal d'outils qu'on utilise qui sont les mêmes, finalement. Dans quel type d'entreprise ensuite on peut travailler quand on est diplômé d'une école de 3D, de jeux vidéo ou d'animation ? Alors, vous parlez d'écoles de 3D. En fait, il n'y a pas vraiment d'école de 3D. Il y a des écoles de cinéma d'animation, des écoles de jeux vidéo. Donc, on va parler plutôt de secteur d'activité. Donc, après, on va, en fonction de la filière qu'on aura suivie dans l'école en question, on va forcément avoir, on va dire, une voie toute ouverte vers les métiers auxquels on a été formé. Maintenant, pour donner des exemples, on peut avoir au Gobelin, on forme au cinéma d'animation, mais on a effectivement des étudiants qui vont se diriger vers le jeu vidéo. Et ceux qui vont se diriger vers le jeu vidéo, c'est pas le cœur de notre formation, mais il se trouve que dans notre formation, on prépare au métier de la pré-production d'un film d'animation, et il y a beaucoup de similitudes dans la pré-production d'un film d'animation avec la conception d'univers pour le jeu vidéo. Donc, c'est là qu'on va avoir on va dire des compétences communes qui vont pouvoir s'adapter à un secteur et à un autre secteur à la fois. De la même manière, sur l'animation de personnages, on forme nous entre autres des animateurs de personnages et notamment 3D. Et ces animateurs de personnages, pour certains, vont choisir de travailler dans le jeu vidéo, mais c'est vrai que l'animateur d'un jeu vidéo va avoir besoin de compétences qui sont différentes de celles du long métrage ou même de celles de la série d'animation. Donc en fait, après, ça va être les centres d'intérêt de nos étudiants qui vont les diriger plutôt vers le jeu vidéo ou la série ou le long métrage. Bien sûr, dans nos formations, on va justement aborder toutes les spécificités de l'animation de personnages en fonction de ces différentes applications, on va dire. Charlotte, peut-être, vous souhaiteriez ajouter quelque chose ?
Oui, alors nous, concernant le type d'entreprise vers lesquelles vont se diriger nos étudiants, que ce soit lors de leur stage ou leur alternance, ou même après, du coup, hein, quand ils sont embauchés, on va avoir différents types d'entreprises. On va avoir des très gros studios de jeux vidéo ou des grosses entreprises d'animation telles que Illumination, Buff, Ubisoft ou Eidos, par exemple, parce qu'aussi on a un certain nombre d'étudiants qui vont aussi à l'étranger. Ils ne restent pas tous à Paris. Après, ils vont tous se disperser un petit peu partout. Et aussi, on a chaque année un grand nombre aussi d'entre eux qui va vers des studios de taille moyenne, du type Asobo ou Dontnod, hein, qu'on connaît bien en France. Et puis, on a un certain nombre de studios indépendants, notamment dans le jeu vidéo. On en a quand même beaucoup en France. On est quand même dans un milieu, le jeu en tout cas, qui est très, même l'animation, hein, c'est pareil, qui est quand même hyper dynamique dans notre pays. Donc, on a aussi plein de PME chaque année qui voient le jour et dans lesquelles nos étudiants sont ravis de faire leur stage ou de trouver un CDI par la suite. Donc, c'est assez varié, en fait, l'écosystème, que ce soit du jeu ou de l'animation. Et on a des étudiants pour lesquels ils vont plus se plaire en petite entreprise, d'autres qui vont plutôt préférer les très grosses entreprises avec des pipelines, enfin des chaînes de production très établies. Ça dépend vraiment. Nous, on essaie de les préparer aux différents types d'organisation des entreprises. Déjà par le fait qu'ils aient des stages, alternance tout au long de leurs études, très tôt en tout cas. Le but, c'est qu'ils puissent aussi voir différentes entreprises au cours de leur cursus, différentes organisations. Et puis nous, on les suit de manière aussi très proche là-dessus, parce que bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard lors de vos questions, mais on les fait travailler en mode projet, on les fait travailler à ISAR comme s'ils étaient en studio quand ils ont un projet d'application. On les, euh, on les met vraiment en situation de studio avec les outils, le matériel, et puis les métiers qui les entourent aussi sont les mêmes qu'en studio. Il y a des métiers techniques, des métiers artistiques, des métiers du design, des métiers du management. Donc, ça leur permet d'être assez proches des réalités et puis, en sortant, de savoir un petit peu vers quelle entreprise ils vont se diriger. En plus de savoir le métier, il faut aussi se poser la question vers quelle entreprise j'ai envie d'aller. D'ailleurs, je Voilà. rajouterais même une chose, c'est que certains étudiants ont même le souhait de monter leur propre projet et du coup de monter, Tout à fait. alors parfois pas directement en tant qu'entreprise en sortant de l'école, mais souvent, en tout cas pour parler des Gobelins, on a des étudiants qui se montent en collectif pour justement réunir des idées et construire des projets communs, tout en répondant à des commandes aussi en parallèle pour, on va dire, pour vivre le temps de développer ce projet commun. Très bien. Tout à fait, nous on les accompagne aussi sur l'entrepreneuriat. De plus en plus de jeunes aujourd'hui veulent se lancer. Donc on les accompagne, nous, avec des cours spécialisés là-dessus. Mais également, on a la chance d'être suivi par le CNC aussi dessus, qui leur permet aussi de comprendre tout le côté business aussi. Parce que quand on veut monter sa boîte, c'est bien d'être bon techniquement, mais il faut savoir aussi comment monter une entreprise d'un point de vue légal, savoir aussi les aides qu'on peut avoir quand on a un jeune studio de création. Donc, on les accompagne, c'est plutôt sur les dernières années qu'on donne ces cours-là qui sont assez techniques quand même, mais c'est une aide précieuse pour ceux qui veulent démarrer l'entrepreneuriat, pour certains, tout de suite après les études. Donc, chaque année, on a un certain nombre, en effet, de groupements aussi d'étudiants qui continuent leur projet de fin d'études pour en faire un jeu commercialisable. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, n'hésitez pas, vous qui êtes derrière votre écran et qui suivez cette conférence avec nous, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous avez une barre de chat qui est réservée à cet effet. Et d'ailleurs, on a une première question de Paul. Faut-il savoir dessiner pour être dans une école d'animation 3D de jeux vidéo ? Alors, Moïra, peut-être ? Alors, bon, déjà, nous, on n'est pas une école d'animation de jeux vidéo. On a plusieurs cursus. On a effectivement des cursus où il faut savoir dessiner. Mais quand je parlais d'animateur de personnages, on a effectivement aujourd'hui un programme qui existe depuis 10 ans maintenant et que peu de gens connaissent. Parce qu'effectivement, Gobelin, on a l'étiquette 2D, je dois avoir un super niveau de dessin. Mais on a effectivement un programme d'1 an qui est une spécialité en animation de personnages 3D et qui nécessite absolument pas d'avoir des qualifications en dessin. Et ce programme d'1 an, il s'adresse à des gens qui ont déjà une connaissance générale d'un logiciel 3D, peu importe lequel, mais qui ont déjà touché à la 3D, puisqu'on va entrer directement dans le vif du sujet et on n'est pas du tout, même si notre formation se fait sur Maya, la formation n'est pas axée sur l'outil, mais vraiment sur les savoir-faire professionnels. C'est-à-dire qu'en 1 an, chaque étudiant va
étudier tous les aspects de l'animation de personnages, que ce soit celle justement qui va être dans des styles différents. Donc, on va parler d'animation réaliste. Donc, l'animation réaliste va être celle qui va être plutôt appliquée au domaine des effets spéciaux réalistes pour le cinéma, par exemple. On va avoir l'animation cartoon, qui peut être soit pour la série, soit pour aussi le long métrage. Et il y a aussi la question donc de l'animation procédurale. Donc, on parle de l'animation jeu vidéo qui est souvent de la motion capture qui va être retouchée ensuite par un animateur pour donner un style au jeu vidéo. Donc, tout ça, ce sont tous les aspects qui sont étudiés pendant un an. Et pendant cette année-là, du coup, l'étudiant va savoir vers quoi il veut s'orienter en sortant. S'il veut justement plutôt travailler pour le domaine du jeu vidéo ou pour d'autres domaines liés à l'animation de personnages. Charlotte? Alors, chez nous, il y a quelques petites différences. Alors, nous, c'est une prépa intégrée, hein. C'est des études assez longues, hein, que ce soit l'art en cinéma d'animation ou en jeu. À ISAR, c'est quand même 5 ans d'études. Donc, en fait, on a le démarrage des études qui commence par une prépa intégrée au cursus. Donc là, les étudiants, on ne leur demande pas de savoir dessiner, hein. Il faut avoir évidemment la passion du dessin. Donc, en général, on a quand même déjà un concours qui arrive qui ont déjà un petit peu dessiné. Voilà, mais il y a pas mal d'erreurs dans ce qu'ils nous donnent. Et on est là, justement, on considère qu'on est là pour leur apprendre tout de A à Z. Donc, ils arrivent avec cette passion. Souvent, le dessin, c'était un loisir avant. Et on fait en sorte que ça se transforme en quelque chose de plus professionnel. Donc, pendant toute la prépa intégrée, nous, notre rôle, ça va être vraiment de repartir de la base. On va leur réapprendre toute la base. Ils ne vont pas faire que du dessin, ils vont faire de l'art plastique en général. Ils vont faire aussi du modeling, ils vont faire pas mal de choses différentes et ça va leur permettre, donc ça c'est un tronc commun, que ce soit cinéma d'animation ou jeu, ils passent par là. Et à terme de cette prépa intégrée, donc ils font le choix s'ils veulent se spécialiser en jeu vidéo ou en cinéma d'animation ou en effets spéciaux, parce qu'on leur donne ces 3 voies-là au terme de la prépa. Donc, ça leur donne suffisamment de temps quand même pour découvrir un petit peu ces choses-là. Par contre, par exemple, la motion capture, donc nous, on utilise aussi ces méthodes-là. D'ailleurs, on a un studio à l'école qui nous permet de le faire. Nous, c'est des choses qui arrivent plus tard. On préfère vraiment partir sur les bases et le digital arrive sur la prépa, évidemment, mais plutôt sur la fin de la prépa intégrée. Et ensuite, c'est que du digital sur le reste de la formation jusqu'à la fin de la 5e année. Voilà. Ok, là on parlait du dessin, mais quelle qualité en règle générale faut-il pour intégrer ce genre d'école? Bon, je vais commencer. Ça va dépendre des filières, je pense, mais oui, je te laisse commencer. C'est exactement le commentaire que j'allais faire. Ça dépend effectivement de ce à quoi on se destine. Donc, par exemple, pour le métier d'animateur, il faut avoir le sens du mouvement. Donc, le sens du mouvement, ça peut se traduire par des compétences en dessin où on restitue le mouvement, mais ça peut se traduire aussi par… on a parmi nos étudiants des étudiants qui font du sport, de la danse, des arts martiaux, en tout cas qui ont déjà, on va dire, des références de mouvement liées à une expérience personnelle. Donc, et qui ont ce plaisir justement à observer aussi. Je crois que peut-être le dénominateur commun à tous nos étudiants va être en tout cas le sens de l'observation et l'ouverture d'esprit. Et bien sûr le partage, puisque on va apprendre donc en recevant des autres, mais aussi en partageant ce que nous, ce qui est notre moteur et notre passion, d'autant plus que c'est des métiers où on travaille en équipe, donc il faut avoir cette envie de partager. Voilà. Charlotte, des choses en commun ou peut-être des choses à rajouter? Alors, nous, on est vraiment pluridisciplinaire. On a des métiers très différents au sein d'ISAR. Donc, il y a les métiers en effet artistiques qui vont concerner beaucoup le cinéma d'animation, les effets spéciaux et le game art. Par contre, on a aussi d'autres filières comme la programmation de jeux. Donc là, c'est des filières beaucoup plus scientifiques. On a également les filières du game design. Donc, le game designer, c'est celui qui établit les règles du jeu pour faire simple. On a aussi des sound designers, musique et sound designers, donc c'est encore tout autre chose, et des producteurs qui là font juste une année en master spécialisé. Donc, en fonction de nos filières, on va demander des critères différents. On va évidemment tester
leur culture générale, hein, leur envie aussi de venir dans ce secteur. L'entretien est très important. Chez nous, évidemment, il y a des épreuves écrites, mais l'entretien est hyper important à ISART pour vous dire à quel point c'est important. Peu importe si le candidat a réussi ou pas ses notes à l'écrit, de toute manière, on le reçoit en entretien. Pour nous, ce qu'on appelle les soft skills, c'est aussi important que les hard skills. Et le dénominateur commun dans toutes nos formations, c'est vraiment si le candidat a une bonne ouverture d'esprit, s'il est bon communicant, parce qu'on travaille dans des équipes pluridisciplinaires sur ces métiers-là, donc c'est hyper important qu'un game artiste arrive à travailler en bonne collaboration et bien communiquer avec un game programmeur. Il faut qu'ils arrivent à bien communiquer, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes métiers. Donc, bon communicant, avoir vraiment l'envie de travailler en équipe, vu qu'on a énormément de projets de groupes et de projets intercursus à ISART. Et puis, oui, je vous disais, l'ouverture d'esprit, c'est très important. Ces secteurs-là sont quand même très variés. C'est vrai que si on a un candidat qui nous dit, voilà, je ne veux faire que du chara design de monstres, bon, c'est un petit peu limité. On va aller chercher, voir ce qu'il a, vers quoi il pourrait s'ouvrir un peu plus. Et puis, un petit peu comme Gobelin, hein, aussi, ce qui nous intéresse, c'est de savoir aussi toutes ses expériences à côté. Alors, soit il a des expériences professionnelles, tant mieux, on va le faire parler dessus. Soit on va lui demander aussi qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie de manière générale, parce que souvent, ça va un petit peu conditionner aussi ses créations par la suite. Voilà. Merci pour cette réponse. On a une question qui nous arrive tout droit du chat de la part de Chimène. Donc, c'est une question pour Moira. Quels sont les débouchés après une formation de cinéma d'animation? Alors là, les débouchés, ça va dépendre aussi, encore une fois, de la filière, mais on peut travailler sur tous les postes des différents pipelines d'un film de cinéma d'animation. Donc, ça peut être aussi bien la partie donc conception, donc le storyboard. Donc, le storyboard, c'est la transposition en image d'un texte qui est le scénario. Ça peut être la conception la direction artistique et la conception donc des designs des personnages ou la conception des décors. Ça peut être on peut être plus dans le dessin et le design des décors et on peut être plus dans la couleur aussi, donc les univers et les ambiances de couleurs. On peut bien sûr occuper le poste d'animateur. Il y a des personnes spécialisées en effets spéciaux. Donc, on va avoir tous ces débouchés, sachant que au Gobelin, un point est important, c'est que tous nos étudiants sont animateurs parce qu'on considère qu'être animateur, c'est sûr de trouver du travail. C'est-à-dire que sur un film d'animation, on va avoir qu'un seul réalisateur, mais on va toujours avoir un groupe assez conséquent, une équipe assez conséquente d'animateurs de personnages. Donc, on est sûr de trouver du travail en tant qu'animateur. Donc, du coup, tous nos étudiants vont avoir à minima donc la compétence d'animateur de personnage et vont développer en plus d'autres compétences qui vont leur permettre donc d'avoir justement cette possibilité en fonction des productions, puisqu'il faut savoir qu'on est quand même dans un secteur où les projets, en tout cas les contrats, sont rarement des CDI. Je pense que ça va être aussi des questions qui vont être posées. Du coup, il faut pouvoir avoir cette agilité de pouvoir enchaîner les contrats à durée déterminée et en fonction de là où en sont les productions des projets, avoir plusieurs compétences, c'est un atout. Ou bien si on n'en a qu'une, effectivement, la compétence d'animateur de personnage, c'est la plus récurrente. Alors, parallèlement, on a aussi un programme de formation au Gobelin qui est une licence en alternance, en apprentissage, qui est une licence de gestion de production. Donc, on forme aussi des producteurs et des chargés de production. Et sur ces métiers-là, on va avoir, j'ai envie de dire, on peut enchaîner les missions puisque quel que soit le stade de la fabrication d'un projet, on pourra intervenir aussi bien sur le financement que sur la fabrication ou sur la distribution. Et même question pour Charlotte, là on va plus se spécialiser du coup dans le domaine du jeu vidéo. Quels sont les débouchés? Alors, ça va dépendre des filières, mais grosso modo, là, dans les derniers chiffres qu'on a eu cette année, notamment du baromètre du jeu,
La plupart des métiers vont se situer côté développement, donc programmation, donc on a plus de 35%, et métier de l'image, donc tout ce qui est artistique. Hein, donc ça, c'est là où ça embauche clairement le plus. C'est ce qui constitue finalement la grande majeure partie des équipes pour faire un jeu vidéo. Donc c'est l'aspect technologique et artistique sans trop de grandes surprises. Par contre, évidemment, à ça va s'ajouter les métiers du management. Hein, le chef de projet qu'on appelle producteur dans le cadre d'un jeu vidéo est important. La plupart des studios, même les petits studios aujourd'hui, ont des managers qui sont dédiés à ça et qui utilisent des méthodes qu'on appelle agiles, qui sont bien spécifiques à nos chaînes de production en jeu. Et dans une moindre mesure, on a aussi des game designers qui sont là pour établir les règles du jeu, faire toutes les statistiques dans un jeu. C'est un métier qui est un peu à cheval entre côté littéraire et scientifique. Ils font à la fois participent à l'univers du jeu en créant la narration, avec notamment en collaboration avec les game artists, mais aussi ils ont un aspect très mathématique dans leur métier avec tout ce qui est balancing du jeu, toutes les statistiques des héros, par exemple, dans un jeu, ce genre de choses. Donc c'est principalement de la tech et de l'art qui est embauché dans les studios, on va dire en termes d'effectifs. Voilà, et c'est ce qui continue d'être beaucoup recherché encore aujourd'hui. Après, il y a des métiers plus spécifiques qui sont très recherchés en ce moment, parce que le marché en a besoin. Et je pense notamment à tout ce qui est tech art, ce qu'on appelle des tech art. C'est un artiste 3D qui est à cheval entre l'aspect développement et l'aspect graphique. Donc, c'est des profils rares en ce moment sur le marché auxquels Isart maintenant prépare les étudiants en les faisant collaborer. Les game artists collaborent sur un projet d'ailleurs dédié à ça avec nos programmeurs moteurs. Et donc, ils créent des projets pour justement s'entraîner à ce métier-là qui est extrêmement recherché en ce moment. C'est un des ateliers qu'on fait en tout cas. Donc, chaque année, on a des étudiants qui vont vers ces métiers qui sont extrêmement recherchés sur le marché. Et puis, je pense que ce n'est pas prêt de terminer, vu la complexité aujourd'hui que représente un jeu vidéo. L'aspect technique dans l'artistique prend de plus en plus de place. Voilà. On en parlait tout à l'heure rapidement avec Moira. Est-ce que ce sont des emplois pérennes dans le monde de l'animation, du jeu vidéo? Alors, c'est on a perdu Moira, je crois. Peut-être Charlotte, vous pouvez répondre à cette question. Du coup, ouais, je vais enchaîner. En jeu vidéo, c'est principalement du CDI. Hein. Il y a 75% des emplois sur 2019 où c'était du CDI. Alors, bien souvent, on va commencer, après ces stages, etc., une fois qu'on a fini les études, on va pouvoir commencer par un CDD. Et si ça se passe bien, on passe en CDI ou quand on le peut, on passe directement en CDI. On a tendance à pas vraiment prendre de contrats courts sur du jeu, surtout qu'il y a des technologies souvent qui sont assez confidentielles, très protégées. Donc, on va plutôt favoriser l'emploi, on va dire, pérenne dans le jeu. Là où dans l'animation, que ce soit le cinéma ou d'ailleurs la série, on va plutôt être sur du contrat d'intermittent, donc ce qu'on appelle du CDDU. Ça va être plutôt des missions de quelques mois en fonction des besoins de la production à l'instant T. Donc, on a des méthodes de management et d'organisation des équipes un peu différentes dans les deux secteurs. Et puis, par contre, ce qui peut rejoindre les deux secteurs, c'est les missions freelance. Il y a des métiers, en fait, c'est pas vraiment une question de secteur, pour le coup, c'est plutôt une question de métier. Par exemple, musique et sound design se prête beaucoup plus à des missions de freelance qu'un développeur, par exemple. Voilà. D'accord. Alors, on continue à recevoir des questions via le chat. Hein. N'hésitez pas à en poser vraiment. On est là pour y répondre aujourd'hui. Alors, j'ai une question de Ophélie. On parle beaucoup de l'animation et du jeu vidéo. Allons-nous parler du design 3D dans sa globalité? Donc, est-ce que finalement, pour faire du jeu vidéo, il y a aussi besoin de maîtriser tout ce qui est design 3D? Est-ce que ça fait partie de la même formation? Tout à fait. Alors, nous, chaque année, on a des étudiants, alors ce n'est pas la majorité, mais il y a une minorité d'étudiants après qui partent vers du design 3D dans d'autres domaines que le jeu vidéo. Il faut savoir que ces apprentissages-là peuvent être aussi utiles dans d'autres secteurs. Donc, on a des étudiants qui sont dans l'aéronautique, dans l'automobile, également dans des secteurs qui utilisent tout ce qui est réalité augmentée, ou vous savez, les casques VR. Là, aujourd'hui, il n'y a pas que le jeu vidéo qui les utilise. Ces casques-là, c'est très utile pour plein d'autres choses. Donc, la 3D est utilisée dans plein de secteurs et les apprentissages qui sont faits pour le jeu vidéo ou le cinéma d'animation peuvent être transposables
pour d'autres secteurs ou d'autres métiers de la 3D en général, ce qui permet finalement de s'ouvrir quand même pas mal de portes pour sa carrière. Voilà. Très bien. On a retrouvé Moira. Oui. J'ai une autre question. Est-ce que faire son réseau très tôt, c'est important pour la suite? Ah oui, c'est très, très important. Et pour nous, justement, c'est ce qu'on essaye au Gobelin en tout cas d'inculquer aux étudiants. C'est le réseau, ça commence déjà avec ses camarades de classe, avec ceux de la classe de l'année supérieure, avec ses profs, puisque tous nos enseignants sont des professionnels du secteur, donc qui viennent ponctuellement, en tout cas entre deux productions, vont venir partager avec nos étudiants leur savoir-faire. Donc, être au courant de ce qui se passe justement dans ce monde professionnel. Donc, c'est en discuter avec ces enseignants, c'est pas juste se contenter du cours. Donc, nous, on dit à nos étudiants, faites-vous un profil LinkedIn et puis connectez-vous avec tous ces gens que vous avez rencontrés dans le cadre de l'école et rester en contact pour savoir un peu ce qu'ils deviennent, sur quoi ils travaillent. Et le jour où vous allez chercher un stage, ça va être un outil primordial de pouvoir identifier quelqu'un qui travaille dans une entreprise, qui travaille sur un projet ou à proximité de gens qui sont sur un projet qui vous intéresse et qui puissent vous mettre en lien. Donc ça, c'est effectivement très important. Et puis, au-delà de ça, nous, maintenant, à l'école, on a une plateforme dédiée à la recherche, en tout cas, de stages et de premier emploi qui s'appelle Job Teaser. En tout cas, c'est assez connu sur le marché et qui permet à faciliter aussi les choses pour les entreprises du secteur. C'est-à-dire que c'est vrai que LinkedIn, c'est un peu, on va dire, un peu une jungle pour des étudiants. Donc, on a quelque chose de plus spécialisé pour le monde, pour le profil étudiant, pour pouvoir se mettre le pied à l'étrier. Mais l'un, c'est complémentaire, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a cette plateforme on ne doit pas, dès le départ, en tout cas en tant qu'étudiant, déjà se construire ce profil LinkedIn. Mais et puis, bien sûr, ces réseaux, ça reste du virtuel. Il faut et ça reste un outil pour rencontrer en vrai les gens avec qui on souhaite travailler plus tard. Donc, c'est des choses qu'on apprend dans le cadre, justement, notamment de la recherche de stage ou la recherche d'entreprise pour de l'alternance. Charlotte? Alors, c'est pareil, hein, de notre côté, le réseau, c'est vraiment clé, hein, que ce soit dans le jeu vidéo ou le cinéma d'animation. À Isart, on a une équipe dédiée relations entreprises, en fait. Il y a pas mal de gens qui sont juste là, vraiment, leur objectif, c'est de suivre les étudiants au quotidien. Ils ne font que ça, suivre les étudiants, les aider dans leur placement en stage, en alternance, et puis les suivre après aussi, parce que ça ne s'arrête pas juste aux études. Hein, après, on fait partie du réseau Alumni quand on a été à Isart, et on continue de recevoir un certain nombre d'offres ou de conseils de ces équipes-là. Tout comme les Gobelins, nous, on a une équipe de professionnels, de professeurs qui sont professionnels du jeu vidéo. Donc, nous, on a pris le pari à Isart de faire une équipe internalisée, hein, d'un point de vue enseignement, ce qui marche très bien. On est tous d'anciens professionnels du secteur à des postes très différents, ayant travaillé sur plein de projets différents, avec des technologies différentes, des challenges différents. Donc, on est une équipe qui se connaît bien sur place et on peut suivre les étudiants. À ça s'ajoute plus d'une centaine d'intervenants du secteur qu'on fait venir vraiment sur les sujets très pointus, donc qui se libèrent du temps, en effet, entre deux productions pour venir une journée, 2 journées avec nos étudiants. Donc, ça fait faire le réseau à ce moment-là. Il y a donc le réseau des professeurs, le réseau des intervenants extérieurs qui viennent régulièrement. On a aussi d'autres rendez-vous avec les étudiants. On a une fois par an un rendez-vous qui s'appelle Isart Connect, où les professionnels viennent à l'école pour rencontrer en fait les étudiants qui s'inscrivent, qui voudraient présenter leur profil à telle ou telle entreprise. Donc ça, c'est un rendez-vous hyper important pour les entreprises et puis nos étudiants chaque année. Et on a beaucoup de projets intercursus, des projets du coup assez conséquents pour les étudiants. Et ben, ça nous donne l'opportunité d'organiser des jurys avec des professionnels qui viennent à l'école, qui testent leurs projets, qui leur donnent des retours en direct. Et puis, c'est l'occasion pour les étudiants de passer leur CV, voilà, et aux professionnels, quand ils ont un besoin, de nous dire, voilà, moi j'ai besoin d'un game artiste qui sait faire ça, parce que j'ai une production qui démarre, et donc
ils ont les étudiants sur place, ils peuvent les voir et c'est assez pratique. Et puis, on utilise évidemment LinkedIn. Avec le jeu vidéo, on a aussi d'autres portails qui sont dédiés comme Game Job Direct ou AFJV qui permettent aussi aux étudiants de compléter nous les offres qu'on leur apporte via les professionnels quand ils nous contactent. Donc voilà, donc on fait un peu le relais, si vous voulez, entre les étudiants et les entreprises. Et on a une équipe qui est dédiée à ça vraiment toute l'année en interne. Très bien. Au-delà du CV, est-ce qu'il y a un book aussi qui peut être réalisé? Comment? À partir de quand? Alors, un book ou ce qu'on appelle aussi une bande démo. Donc, ça peut être soit de plus en plus souvent, c'est sous forme d'un blog hein, dans lequel on peut poster donc des vidéos ou des images. Donc, ça, c'est effectivement essentiel. Donc, à partir de quand? C'est à partir du moment où on a déjà des choses à montrer. Donc, on a déjà des réalisations. Donc, ça peut être des exercices. Nous, nos étudiants de première année, je dirais qu'en février, commencent à avoir suffisamment d'exercices à montrer pour pouvoir postuler pour des stages. Et c'est vrai que pour postuler pour un stage dans le secteur de l'animation, il faut pouvoir montrer ce qu'on sait déjà faire. Si on n'a rien à montrer, on risque de nous prendre pour un stage d'observation et pas sur un stage où on va nous laisser pratiquer quelque chose. Donc, dans notre école, effectivement, l'idée du stage, c'est de mettre en pratique des choses qui ont déjà été abordées dans le cursus ou de découvrir de nouvelles choses, mais c'est de pratiquer. Donc, effectivement, le book, la bande démo sont des outils essentiels pour lesquels on accompagne nos étudiants et on fait aussi ce qui s'appelle des portfolio reviews. Donc, on invite aussi des intervenants pour donner des conseils sur les books de nos étudiants avant qu'ils se lancent sur des vrais, on va dire, entretiens de recrutement. Très bien. Charlotte? Donc, nous, on les accompagne aussi sur nous, on appelle ça le portfolio. Ils ont des cours qui sont dédiés à ça, vraiment plutôt sur les premières années. On leur explique à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dedans. Voilà, il faut choisir parce que souvent, les étudiants, quand ils commencent à avoir leur première création, ils essayent de tout mettre dedans et il vaut mieux choisir quelques éléments clés qui vont parler aux recruteurs et qui vont être synthétiques et bien démontrer tous les aspects que l'étudiant a su réussir au cours, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, ils ont des cours là-dessus. Et puis, évidemment, en fait, l'école, ça va alimenter leur portfolio avec tous les projets qu'ils vont faire. Ils en ont plus d'une dizaine au cours de leur cursus. Mélangés aux autres cursus, en plus leurs travaux personnels. Donc, ils vont avoir beaucoup de matière au fur et à mesure. Donc, il va falloir le mettre à jour et choisir les bons travaux à soumettre sur le portfolio pour que le profil soit intéressant pour les entreprises auxquelles il veut postuler. Parce qu'il faut mettre ça aussi en parallèle. Dans quelle entreprise il veut postuler, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Ok, on enchaîne avec une autre question. Merci pour cette réponse déjà. N'hésitez pas vous aussi à nous poser vos questions, hein. Vous avez le chat qui est destiné à cet effet. N'hésitez pas à poser à Charlotte et à Moira toutes vos questions. Moi, j'aimerais savoir, on parlait tout à l'heure un petit peu des stages et de l'alternance. Combien il y a de stages à faire en règle générale? Est-ce qu'ils sont nombreux? Parce que ce sont des métiers qui demandent beaucoup de pratique. Alors, nous, ils ne sont pas forcément nombreux parce que déjà, notre pédagogie est basée sur la pratique. Donc, on essaye de mettre nos étudiants en conditions d'apprentissage qui soient le plus proche possible de celle d'un studio d'animation. On encourage les étudiants, bien sûr, à même signer des contrats pendant leur période de vacances, au-delà du stage, parce qu'on pense qu'à un moment donné, ils ont déjà cumulé des compétences qui leur permettent, en tout cas, de postuler pour des petits boulots, on va dire, dans l'anime. Pour les stages, en termes d'obligation, sur notre cursus principal, on exige 2 semaines minimum de stage par cycle. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est pour éviter qu'il y ait un abus de la part des entreprises. Parce qu'on ne voudrait pas que les entreprises se disent « Ah super, les écoles, on valide des stages de 6 mois, donc nous, on va profiter, on va faire nos productions avec des budgets très réduits parce qu'on va profiter des stagiaires. » Donc nous, on veut vraiment responsabiliser tout le monde par rapport à ça. Maintenant, l'alternance, ça reste un modèle qui est, je pense, très vertueux parce que ça permet d'avoir des études gratuites
et de gagner même un peu d'argent pendant ses études. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile à appliquer dans les métiers de l'animation. C'est-à-dire que nous, on a réussi à le pérenniser pour le métier de la production. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. On a donc des étudiants producteurs qui sont en alternance. Et pour être vraiment rémunéré, avoir le statut d'apprenti, c'est très difficile. Aujourd'hui, on n'arrive pas à convaincre les entreprises de pouvoir recruter sur ce statut-là. Et alors, j'en profite pour en parler, pour aussi, plus on en parle, j'ai envie de dire publiquement, plus ça peut amener des changements de mentalité. Et je suis assez confiante là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives gouvernementales qui vont dans ce sens-là. Et je pense que les entreprises commencent à se poser de plus en plus sérieusement la question. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'avoir un étudiant dans une classe qui soit en alternance, il faut que toute la classe soit en alternance. Parce qu'on ne peut pas avoir un étudiant qui est là un jour sur deux ou une semaine sur deux, alors que tous les autres vont avoir cours tous les jours. Donc, ça se fait pour une classe entière. Donc, ça veut dire que quand on a, nous, 26 étudiants qui sont producteurs, il faut que les 26 étudiants signent un contrat d'1 an sur une mission qui soit en lien avec le programme de formation qui suivent. Ce qui n'est pas forcément facile aujourd'hui pour des métiers du cinéma d'animation hors production, puisque avoir quelqu'un qui est là qu'une semaine sur deux ou un mois sur deux, pour la production, ça engendre des problématiques qui ne sont pas faciles à gérer, surtout sur des projets qui peuvent être très courts quand il s'agit de la publicité ou moyennement longs en fonction des types de projets dont il s'agit. Merci. Charlotte? Alors, nous, l'alternance, c'est vraiment l'ADN de Isart Digital. Toutes nos formations sont en alternance. Écoutez, nous, on y croit profondément. Ça marche bien. On leur apporte un savoir théorique avec des cours. On fait des cas pratiques en fabriquant des jeux et des films à l'école. Mais il y a aussi ce troisième axe qui est une semaine sur deux, ils sont en entreprise et ils ont aussi d'autres personnes qui veulent leur apporter une autre vision aussi des choses. Donc, c'est important, ça leur ouvre l'esprit, ça désacralise aussi un petit peu, parce que des fois, ils ont un peu peur de rentrer en entreprise. Ça casse un peu ces peurs qu'ils peuvent avoir. On n'attend pas la dernière année pour qu'ils aillent en entreprise, ils y vont dès la deuxième année. Voilà. Donc, dès qu'on considère qu'ils sont assez matures, donc on laisse quand même une année, un battement après le lycée quand même, parce que déjà, il faut qu'ils s'adaptent à leur vie d'étudiant. Et puis, la deuxième année, là, on embraye sur de l'alternance. Et en général, ça se passe très bien, parce que donc ils découvrent le monde de l'alternance. Alors, ils ne sont pas obligés de faire l'alternance pendant toutes leurs études dans la même entreprise, ils peuvent changer. Lors de la dernière année, ils peuvent même obtenir un contrat pro. Nous, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça n'a pas toujours été simple, parce que ça a été un changement dans l'industrie aussi, d'accepter d'avoir un étudiant qui soit là une semaine sur deux au lieu d'un plein temps en studio. Mais aujourd'hui, les entreprises y voient l'intérêt, parce que l'étudiant il continue d'apprendre en même temps, aussi en étant à l'école. Donc, il y a vraiment un bénéfice du côté de l'entreprise, de l'étudiant et aussi d'Isart. C'est-à-dire que du coup, les trois, on reste tout le temps finalement en contact permanent et c'est très bénéfique. Et puis, ça permet de financer aussi une partie des études, voire la totalité quand c'est un contrat pro. Donc, c'est non négligeable aussi pour les étudiants. Et puis, ça leur permet des fois de travailler sur des projets géniaux, aussi en dehors de l'école, de se bâtir leur réseau aussi en dehors des collègues de leur classe. Donc, ça, c'est quand même extrêmement important. Isart a toujours fonctionné comme ça et ça marche. C'est vraiment très bénéfique pour les étudiants. On voit que le taux d'insertion professionnelle à la sortie est vraiment excellent. Et nous, on est persuadés que c'est en grande partie grâce au phénomène de l'alternance qu'on a en place dans toutes nos filières. Merci. On a une question de Joanie qui revient sur un sujet qu'on a abordé quelques minutes auparavant. Doit-il y avoir un maximum ou un minimum, j'imagine, d'œuvres dans le portfolio ou simplement les meilleures? Est-ce que vous avez quelques conseils à lui donner par rapport à ce sujet? Quand je vois les questions qui sont posées, parce qu'il y a aussi une question sur les books doivent-ils être différents selon les écoles. Donc, ça dépend déjà si le book est à destination d'un jury pour entrer dans une école ou si c'est un book pour trouver du travail. Déjà, c'est deux choses différentes.
Alors, quand il s'agit d'une école, bah, ça va dépendre des critères du concours de chaque école. Donc, d'une école sur l'autre, il faut lire les modalités du concours et on a effectivement des spécificités. Quand il s'agit de trouver du travail, donc là-dessus, ce qu'il faut savoir, ça va dépendre d'une part du métier que l'on vise, en tout cas du poste que l'on vise dans la chaîne de fabrication d'un film. Donc, on va montrer plutôt de l'animation de personnages si on veut postuler à un poste d'animateur, plutôt des designs de personnages ou du storyboard si on veut être storyboarder. Donc ça paraît assez logique. Après, ce qu'il faut faire, donc je donne aussi ce conseil-là pour les étudiants qui veulent être animateurs. C'est vrai que quand on veut être animateur de personnages, on peut vouloir postuler plutôt pour du long métrage ou plutôt pour de la série ou plutôt pour des effets spéciaux, comme je disais. Et donc là, on va peut-être orienter sa bande démo en fonction de l'entreprise pour laquelle on va postuler. Et il faut se mettre à la place du recruteur. Le recruteur, souvent, il a beaucoup de candidats pour son poste et peu de temps pour pouvoir évaluer tout le travail de ces candidats. Donc, il faut être extrêmement efficace. Donc, ça veut dire que déjà, une bande démo, il faut qu'elle soit très courte. Plus elle est longue, plus le risque est que le recruteur ne la regarde pas jusqu'au bout. Et un portfolio aussi, s'il y a trop de choses, on ne va pas regarder les choses jusqu'au bout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que mettre le meilleur, ce qui est le plus représentatif de ses compétences, il faut le mettre au début de la bande démo ou du portfolio, parce que s'il n'est pas vu jusqu'au bout, au moins ça aura été vu. Et justement, mettre des choses qui nous caractérisent en début de bande démo. Parce que ce qui nous caractérise, c'est ce qui, justement, va faire que c'est ce qui va nous différencier des autres et qui va faire qu'on va peut-être nous prendre nous plutôt que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on sait faire des cycles de marche et qu'on met nos cycles de marche en premier, tous les cycles de marche, les recruteurs vont en voir beaucoup. Par contre, si on met une marche caractérisée et qu'on va faire ressortir quelque chose d'assez personnel dans cette façon d'animer un personnage, on va peut-être pouvoir mettre en avant quelque chose qui va correspondre davantage au projet pour lequel on souhaite être recruté. Donc voilà, dans les grandes lignes. Charlotte, quelques mots? C'est à peu près les mêmes critères. Un portfolio trop long, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut quelque chose de représentatif de vos compétences. Voilà, pour que le recruteur, dites-vous il va regarder votre portfolio en 5 minutes, ça va être très rapide. Donc, il faut que le meilleur ressorte en premier. Et puis aussi qu'on perçoive votre univers, votre personnalité, qu'il y a un peu de charisme aussi dans ce portfolio, c'est important. Parce que vous avez souvent, quand on postule à une école ou à un job, finalement, on est en concurrence aussi avec tous les autres. Donc, il faut qu'on arrive aussi à se démarquer. Et donc, ça, c'est important. Très bien, merci à vous deux. En tout cas, c'est l'heure tourne et c'est déjà la fin de cette conférence. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Moïra et merci à vous qui êtes derrière votre écran. Merci d'avoir participé à cette conférence. Je vous invite à vous inscrire à toutes les autres conférences qui sont proposées tout au long de la journée, mais également tout au long de la semaine. Voilà, mercredi, jeudi et vendredi. Et je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée.